Vous faites bien de suivre les programmes de la télévision Africa 7. Bienvenue dans cette émission, le plaidoyer pour ce deuxième numéro. Nous recevons Maître Oumar Youm, ministre de la gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire, porte-parole du gouvernement aussi, et il est aussi maire de Tchadiaï et militant de l'APR, l'Alliance pour la République, le parti au pouvoir. Alors ensemble, nous parlerons un peu de l'Assemblée générale des associations départementales du Sénégal. Nous parlerons aussi de l'élection des maires du Sénégal. Il sera beaucoup question de parler aussi dans cette émission de l'affaire Charlie Hebdo, de la réforme sur les institutions. Et si le temps nous le permet aussi du PSE, avec le FMI qui demande au président de la République de respecter ses promesses électorales. Sans plus tarder, on va donc donner la parole à notre invité. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, cher. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, monsieur le ministre, juste le temps peut-être de permettre à nos téléspectateurs de mieux faire connaissance, de mieux faire votre connaissance. Je vous invite juste à suivre ce portrait et nous revenons sur ce plateau pour la suite du débat. Ce natif de Tchadiaï est un juriste et un homme politique sénégalais. Oumar Youm est né en 1967. Ancien directeur général de la Société nationale de recouvrement SNR, Oumar Youm est un avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats de Dakar. Il a acquis son expérience professionnelle principalement à la SCP Bourgi et Gueye, devenue SCP Mam Adam Gueye et Associés. À la suite d'un changement dans la structure titulaire d'une maîtrise en droit des affaires de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Maître Youm était responsable des questions relatives aux droits civils et commerciaux. Il assure la gestion du portefeuille de la clientèle banque et société commerciale au cabinet SCP Mam Adam Gueye et Associés. Membre du réseau des avocats de l'APR, Maître Youm milite en même temps dans le département de Mbour, principalement à Tchadiaï. Il est aussi président du club de 3e division Tchadiaï Football Club TFC. Il est appelé dans le gouvernement Touré le 2 septembre 2013 au poste de ministre de l'aménagement du territoire et des collectivités locales. Il est reconduit dans le gouvernement de Mohamed Boun Abdallah Dionne. Il occupe le poste de ministre de la gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire, porte-parole du gouvernement. Voilà, nous venons de suivre à l'instant même le portrait de notre invité. Je rappelle donc c'est le ministre de la gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire, par ailleurs porte-parole du gouvernement, aussi maire de Tchadiaï, militant de l'APR. Monsieur le ministre, alors vous avez suivi également ce portrait, mais on voudrait juste commencer quand même par l'actualité, dominer un peu, on va dire, par cette élection des maires. Alioune Sall, candidat de l'APR, qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire ? Je pense que je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Nous sommes en démocratie. Et en démocratie, c'est les militants, les électeurs qui doivent faire le choix sur une pluralité souhaitée de candidatures. Dans le cadre de cette affaire, M. Alioune Sall, maire de Guédiawaye, avait déjà montré sa volonté de se faire élire comme président de l'association des maires du Sénégal, qui est une association quand même très prestigieuse, en tout cas dans le monde de la gouvernance locale, parce que cette association englobe en son sein tous les exécutifs locaux au niveau des communes. C'est dire donc l'importance. Alors que nous en avons actuellement 557, donc c'est 557 décideurs qui ont formé ensemble une association dénommée Association des maires du Sénégal, qui a pour objectif d'améliorer les conditions de travail, les conditions matérielles, réglementaires, législatives des maires du Sénégal et leur permettre d'avoir une plateforme de discussion et d'échange portée par les membres du bureau. L'UEMOA a décidé, dans une approche territoriale, de donner la voix aux élus locaux. C'est pour cette raison que l'UEMOA a mis en place le conseil des conseillers territoriaux, conseil consultatif des territoires. Donc ce qui est un organe très important. Dans cette même dynamique, l'UA est en train également d'envisager la mise en place d'un haut conseil des autorités locales. Donc pour vous dire que les associations internationales ont la possibilité de pouvoir aujourd'hui jouer un rôle important. Et donc dans ce concert des associations internationales et régionales, l'AMS a une place de choix. Et c'est pas gênant également le fait aussi... Maintenant, il y a eu beaucoup de candidatures, ce qui est tout à fait normal, parce qu'il y a eu beaucoup d'ambitions. Un parti politique aussi, c'est cela. C'est vraiment des ambitions qui s'entrechoquent
des ambitions qui se font jour et que le parti, ou en tout cas l'appareil du parti, a amené à faire des régulations, pour ne pas dire des arbitrages. Il y a eu beaucoup de candidatures au départ. Heureusement, par la force de la discussion, des échanges, des concertations, il y a eu un consensus assez fort qui s'est fait autour de la candidature d'Aliou Sall, au point qu'aujourd'hui, officiellement, il n'y avait plus de candidats pluriels. Un seul candidat a été porté par tous les membres, par tous les maires de l'Alliance pour la République, qui doit être... Y a-t-il la main du chef de l'État, de son frère? Il n'y a pas eu la main du chef de l'État. Depuis le départ, d'ailleurs, moi, pour plusieurs raisons, parce que je suis le ministre de la gouvernance locale, j'échange souvent avec le chef de l'État sur des aspects des collectivités locales. On a eu à échanger plusieurs fois. Il m'a fait savoir de manière très claire qu'il n'avait pas à faire un choix, ni lui ni le parti, parce que simplement, ce n'est pas du ressort du parti de se prononcer sur une association de droit privé. Et il fallait laisser le temps au temps, essayer à la limite, dans les meilleurs des cas, de discuter avec les candidats pour décider le consensus, mais lui, il n'avait pas de... Parce que l'AMS n'est pas une association politique. L'AMS ne peut pas avoir de position politique. L'AMS, au contraire, souvent bénéficie des subventions qui sont données par l'État du Sénégal. Et donc, vraiment, il n'y avait pas tellement d'enjeux pour justifier l'intervention du chef de l'État. Par contre, je pense qu'entre les candidats, ils ont eu à se concerter pour voir qui avait le meilleur profil entre eux, qui avait un projet plus en avance sur les autres, qui avait plus d'ambition, plus de temps, plus d'énergie pour porter l'association et défendre l'intérêt général de tous les membres qui composent l'association. Et je pense que c'est comme ça que ça s'est fait. Étant entendu que très probablement, le choix qui est porté sur Aliou Sall devrait résulter du fait que de tous les maires qui étaient des prétendants, c'était lui qui était le maire de ville, qui a quand même un statut assez attractif, plus important, plus influent, parce que le maire de ville, quand même, de par son statut, a une dimension dans le management des collectivités locales qui est assez importante. En tout cas, ici ajoute que pour les maires de ville du département de Guédiawaye, Pikine et Dakar, ces maires de ville, en sus des compétences municipales, exercent des compétences du conseil départemental. Donc, je pense que ça, peut-être ça a dû faire la différence, au point que tout le monde s'est reconnu dans la candidature de M. Aliou Sall. Parce que pour beaucoup, il ne rend pas service un peu à son frère également, par ailleurs président de la République, Macky Sall président de la République, Aliou Sall maire de Guédiawaye, Aliou Sall également président de l'association des maires, ça gêne un peu. Alors, la question moi que je me pose, c'est de savoir est-ce que si on est frère du président, ou ami du président, ou membre de la famille du président, on n'a plus de vie. Est-ce qu'on n'a plus de vie politique, on n'a plus de... Donc si on répond à la question, on doit se dire comment ça peut gêner. Parce que quand même, être le frère du président ne lui dénie aucun droit politique, aucun droit professionnel, aucun droit de citoyen. Donc je pense que ça, bon, il y a des petits esprits, bien sûr, qui vont ramener toujours le débat à des niveaux qui sont des niveaux, à la limite, qui sont des niveaux d'insuffisance intellectuelle, etc. Est-ce qu'Aliou Sall aurait dû quand même, peut-être selon vous, vraiment renoncer à sa candidature? Moi, je pense qu'il a le droit d'être candidat. Il l'a assumé, il s'est défendu, il a fait le tour du Sénégal à la rencontre des exécutifs locaux. Il faut quand même dire que les maires, c'est des personnes avisées. C'est des adultes, pour ne pas dire des adultes, des majeurs vaccinés, qui connaissent, qui apprécient, qui ont un niveau d'appréciation, d'engagement, de lecture. Vous a-t-il rencontré en tant que maire de Tchadjaï, Aliou Sall? Il m'a rencontré. À un certain moment, il m'a rencontré. Il m'a demandé à me rencontrer. Nous nous sommes vus, on a discuté. Vous étiez d'accord? Il m'a fait état de son ambition. Il m'a même demandé, parce que lui, il rencontrait en fait les maires par département. Il m'a même demandé d'organiser une rencontre pour lui permettre d'être en contact avec les maires du département de Mbour. Je lui avais dit en son temps que personnellement, en tant que ministre des collectivités locales, compte tenu du fait qu'il y a des annonces de candidature qui se font,
moi, personnellement, je ne pourrais pas participer à la rencontre, mais par contre, effectivement, je lui ai donné des contacts pour qu'il puisse rencontrer les maires du département qui, en son temps, avaient pris acte de sa candidature en disant nous attendons de voir les autres candidats, leurs réactions, leurs projets et leurs propositions. Et vous lui avez déjà donné votre accord quand vous vous êtes vu, quand vous avez discuté? Non, sur le principe, non. Parce que quand on avait discuté, j'avais dit on attend de voir qu'est-ce qui va se passer avec les autres. Parce que nous, au niveau du département, nous avons quand même un petit collectif où les maires échangent, discutent de projets de département, de ce qu'on peut faire et de ce qu'on devrait jouer comme rôle dans le cadre de cette association. Donc on n'avait pas, moi je n'avais pas dit oui, je n'avais pas dit non, j'avais écouté, j'avais pris acte de sa candidature et puis bon maintenant je pense que puisque le seul candidat, il est évident que nous tous, pour des règles de discipline de parti et même de sauvegarde de l'accord conventionnel entre les différents candidats qui se sont finalement ravisés pour soutenir la candidature d'Aliou Sow. Nous allons encourager cette dynamique. Alors c'est vrai qu'Aliou Sall est têtu? Il est têtu, c'est vrai? Ah, mais franchement, là, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Parce que je ne le connais pas, nous n'avons pas, comme on le dit dans le jargon vulgaire, nous n'avons pas gardé les vaches ensemble. Donc, on s'est connus comme ça. Je le vois un homme affable, intelligent, assez accessible. C'est ça que je peux dire de nos relations. Je ne sais pas maintenant après. En tout cas, on a appris l'entêtement aussi a un effet positif. Voilà ce qui l'a conduit vraiment à être maire de Guédiawaye parce que son frère ne voulait pas, hein, selon certaines indiscrétions. Bon, franchement, je ne sais même pas. Je peux pas entrer dans des rapports personnels parce que là, on est dans des appréciations personnelles entre lui et son frère. Je ne suis pas souvent au courant de beaucoup de choses. Hein. Donc, d'ailleurs, d'habitude, je ne suis pas au courant de beaucoup de choses, à plus forte raison sur des rapports fraternels qui me sont très étrangers. Alors, vous êtes au courant donc de cette information. ADS, c'est l'association, comment va-t-on dire également, des départements du Sénégal. Des départements du Sénégal, merci. Donc, c'est Adama Diouf qui a été porté à la tête donc, de cette association. Vous êtes au courant de cette information et vous avez présidé la rencontre? Oui, j'avais présidé la rencontre, comme ça se fait souvent quand les associations font leur assemblée générale constitutive, ou en tout cas les assemblées générales annuelles, comme c'est le cas avec les maires, les conseils régionaux, etc. Donc nous, on intervient en tant qu'autorité pour présider ou le chef de l'État lui-même, comme il le fera pour le compte de l'AMS. Donc j'étais là-bas au moment de l'association de l'Assemblée générale constitutive. Nous avons échangé après la cérémonie officielle. Après, le reste, c'est les membres de l'association qui sont amenés à discuter les statuts, à les valider et à mettre en place le bureau suivant le mécanisme de vote le plus approprié. Donc, parce que pour beaucoup, c'est vous qui l'avez imposé à l'association. Ça, c'est ce qui se dit. Mais nous, on ne peut pas imposer un candidat à une association. C'est pas trop flagrant le fait qu'il soit également de vos anciens collaborateurs. Il a été, si ma mémoire est bonne, directeur de l'appui au développement local dans le ministère que vous dirigez, secrétaire général aussi du ministère. Il occupait le poste de porte-parole de la Commission nationale chargée de rédiger la loi, on va dire, concernant un peu l'acte 3 de la décentralisation. Alors, ce qu'on doit se dire, est-ce que c'est un bon candidat? Est-ce qu'il remplit tout pour être un bon président de l'association? C'est ça pour moi les questions qui méritent d'être posées. La trajectoire personnelle, la carrière professionnelle, je pense n'ont pas d'importance. Ce qui est le plus important, c'est d'abord, est-ce qu'il est capable d'apporter quelque chose à l'association? Au vu de ce qu'il a eu à faire comme travail ici, parce qu'il faut quand même préciser qu'il est maintenant à la retraite. Donc il n'est pas un fonctionnaire du ministère. Il a été ici comme directeur de cabinet du ministre que j'ai remplacé. Il a été directeur de l'appui au développement, au développement local. Il a été un bon fonctionnaire qui a travaillé dans le cadre de la mise en œuvre, d'abord de l'élaboration de l'acte 3. C'est un membre clé du comité, il dirige même une commission lisibilité des échelles de gouvernance. Il a eu à travailler et à faire un travail vraiment de qualité qui a été apprécié par ses autorités et aujourd'hui il n'est plus fonctionnaire, mais dans le cadre de la mise en œuvre de l'acte 3, il a joué un rôle extrêmement important dans la communication. Il a eu à animer beaucoup de séminaires, beaucoup d'ateliers, beaucoup de forats, à voyager à l'intérieur du Sénégal pour la communication. Il a été un membre clé de la caravane de communication Acte 3. Ensuite, aujourd'hui, il est à la retraite. C'est un militant du parti.
Il a été engagé par le parti au niveau de Kaffrine, département de Kaffrine, où il a gagné les élections. Il a été désigné par les élus de Kaffrine, qui sont de l'APR, comme président du conseil départemental. Donc il remplit les conditions politiques, parce que militant du parti, il remplit les conditions politiques parce que président de conseil départemental, il remplit les conditions professionnelles parce qu'il connaît le milieu du dedans comme du dehors. Il connaît l'environnement du développement local. Est-ce que vous ne donnez pas raison également à ceux qui pensent qu'effectivement vous l'avez soutenu parce que vous venez de dresser un portrait élogieux, donc on va dire... C'est pas pour dire que je l'ai soutenu, oui, je l'ai soutenu, c'est pas pour dire cela. Hein, parce que, encore une fois, je dis, le ministre que je suis ne peut pas élire un président d'une association de droit privé. Ceux qui élisent le président, c'est les membres de l'association. C'est comme ça que ça se fait. Donc moi, je ne peux pas, j'ai pas de voix dans l'association. Donc je ne peux pas élire quelqu'un. C'est les 42 conseils, 42 présidents de conseil départemental qui se sont réunis face à 2 candidatures qui ont fait un choix. Je pense 31 qui ont accepté qu'il soit leur président, contre 11 qui n'ont pas voulu participer à l'élection. Après sortir pour dire que c'est le ministre qui a imposé. Comment? J'ai même pas les moyens, ni juridiquement, ni physiquement. Mais vous avez votre influence quand même. Vous avez votre influence. Ça, c'est autre chose. J'estime que j'ai beaucoup de respect pour les présidents de conseil, au point que c'est quand même des présidents qui dirigent des départements aussi politiquement balèzes que moi. Moi, je dirige une commune, il dirige un département. Donc, je ne vois pas quelle est l'influence que le ministre peut avoir sur des présidents de conseil départemental. Franchement, on peut discuter, échanger entre hommes de parti, on peut échanger, on peut se dire des choses, mais je n'ai pas imposé. C'est loin de moi l'idée d'imposer un président et une association, parce que c'est aux membres de voir quel est le meilleur profil entre les différents membres pour faire un choix. Et je pense que le choix est démocratique. Je vous dis encore une fois, 31 sur 42, je pense que faites le calcul, c'est pas loin de 70%. Tout à fait. Je ne vois pas les présidents être élus à 70% du suffrage. Donc c'est dire simplement que je pense que les présidents de conseil départemental ont compris que Adama avait le meilleur profil et qu'ils avaient l'avantage d'avoir un homme d'expérience pour la mise en œuvre de cette association naissante qui a besoin de tout, qui a besoin d'un appareil administratif pour fonctionner, qui a besoin d'avoir des complicités dans les différentes structures de développement local, qui a besoin d'intégrer et de jouer le leadership très rapidement, tout de suite, dans le concert de ces associations d'élus locaux. Donc je pense que c'est un bon choix. Alors pour avancer un peu, monsieur le ministre, que répondez-vous à ceux qui disent vraiment que l'APR est trop gourmand? L'APR est un parti gourmand. Vous êtes partout, donc des postes stratégiques. Qu'est-ce qu'ils mettent dans parti gourmand? Vous voulez tout prendre, vous raflez tout, ADS, Association des maires, AMS, non, mais, tous les postes stratégiques. Vos alliés n'ont rien du tout. Il faut éviter la confusion. Oui, allez-y. L'APR, c'est un parti. Oui. Comme tout parti, qui veut se massifier, qui veut apporter son concours politique à l'action gouvernementale, au président de la République. Et dans ce sens, l'APR essaie, comme stratégie, d'occuper l'espace, et donc en se massifiant, en responsabilisant ses militants et ses responsables, et c'est comme ça que nous, on fonctionne. Mais l'APR n'est pas un parti gourmand dans le sens où on le dit. Quand on voit dans le gouvernement, nous avons partagé. Je pense que quand même on ne peut pas dire APR a pris les postes clés et a laissé les autres emplois ou les autres postes du gouvernement à des personnes qui ne sont pas APR. Au niveau de l'Assemblée nationale, l'APR a tellement partagé que finalement l'APR s'est retrouvé avec une majorité qui n'est pas une majorité qualifiée. Aujourd'hui, il y a des lois que le président ne peut pas prendre en comptant exclusivement sur les députés APR. Parce qu'il faut souvent, sur certaines lois, il faut 75% des députés, etc. Il faut peut-être... On n'a même pas ça. C'est une erreur selon vous? C'est pas une erreur, c'est pour dire que nous, on est dans le partage. Nous avons beaucoup donné. On est dans le partage, on n'est pas un parti qui prend tout pour lui, rien pour les autres. Comment expliquez-vous cette concurrence qu'on a connue lors de la précédente? Je pense que quelque part, il y a de mauvais perdants. Quand ils perdent, ils disent, oui, les gens de APR sont gourmands. Mais en réalité, c'est quoi? Ce qu'il s'agit, c'est simple. C'est des maires ensemble
qui veulent mettre en place un bureau d'une association. Si l'ensemble des maires ou la majorité acceptent de donner le poste à un apériste, moi je pense qu'on ne doit pas voir là-bas de la gourmandise, mais c'est plutôt les règles démocratiques qui ont fonctionné et qui ont permis à un responsable de l'APR de diriger la structure. Donc franchement, je pense que on nous fait souvent beaucoup de procès d'intention. Est-ce que c'est l'APR est un parti qui partage, à l'image du président. Il partage, il discute, il échange. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, bon, nous avons partagé le gouvernement, nous partageons l'Assemblée nationale, nous partageons le Conseil économique, social, environnemental. Nous avons partagé des listes de Benno Bokk Yakaar où le financement est venu du président du parti, qui a permis d'aller aux élections. Nous avons partagé beaucoup de choses. Nous avons partagé et malgré cela, on a senti quand même une certaine concurrence lors des élections locales aussi. Et ça a amené une déchirure. C'est normal, à l'intérieur des propres partis. Oui. Des mêmes partis qui composent Benno Bokk Yakaar, il y a eu des tiraillements. À l'intérieur des mêmes partis. À l'intérieur de notre propre parti, il y a eu des tiraillements. Est-ce que ces tiraillements ne vont pas exploser cette coalition? Aujourd'hui, on entend des voix même au niveau de l'AFP, Badiane qui défie également son secrétaire général, en l'occurrence Moustapha Niasse. Je pense qu'il y a eu les élections locales, où quand même au sein d'un même parti, on peut avoir des tendances, ce qui s'est fait un peu partout. Hein. Chaque parti a connu des problèmes de tendance. Benno aussi ne pouvait pas échapper à des problèmes de tendance, à des problèmes de leadership, à des ambitions. C'est ce qui est tout à fait normal. Et bon, maintenant, les élections locales sont derrière nous, parce que nous avons dépassé cette étape, par la grâce de Dieu. Beaucoup prédisaient que Benno Bokk Yakaar allait éclater par le fait des élections locales. Nous l'avons surmonté. Nous nous sommes même retrouvés après les élections locales pour montrer que Benno Bokk Yakaar n'a pas été constitué pour les élections locales et ne peut pas être détruit par les élections locales. Est-ce que ce n'est pas une discussion de façade comme ça? Parce qu'aujourd'hui, Ousmane Tanor Dieng qui entretient un peu le flou pour la présidentielle de 2017. Dans chaque parti, quand vous venez les partis, les leaders, Ousmane Tanor Dieng a une position, d'autres peuvent ne pas prendre sa position. Le président Moustapha Niasse a une position, d'autres peuvent ne pas partager la position. L'APR a souvent des positions par certaines autorités, d'autres ne sont pas d'accord sur les positions. Vous regardez les journaux, vous verrez que l'unanimisme n'existe pas dans les partis au Sénégal. Il y a toujours des positions. Et c'est ça aussi la démocratie. C'est ça qui met de la valeur à la démocratie. C'est que les partis, ce n'est pas de l'unanimisme, ce n'est pas de l'uniformisme. On est avec beaucoup de personnes, avec des éducations, avec des trajectoires, avec une culture, avec une identité qui se reflète dans les positions de parti. Parce que pour beaucoup également, comme vous le dites aussi, ces rencontres que vous avez eues après les locales n'ont presque servi à rien du tout. Parce qu'Ousmane Tanor Dieng, lors également de son installation officielle, vous avez entendu son discours aussi. Aujourd'hui, dans le parti AFP, avec Moustapha Niasse, qu'on dit également qu'il a fait acte d'allégeance, entre guillemets, c'est pas moi qui le dis. Également à l'APR aussi, vous avez entendu les bruits qui résonnent, on va dire, bourdonnent même dans son parti. Alors aujourd'hui, avec tout ce brouhaha-là, est-ce que ce brouhaha ne donne pas raison à ceux qui disent que bon, Benno Siggil Sénégal ou Benno Bokk Yakaar est arrivé à terme? Bon, on leur laisse leur jugement. Vous en pensez quoi, vous? Moi, ce que j'en pense, c'est qu'en politique, il y aura toujours ça. Quel que soit Alpha, vous voyez, en France, l'UMP, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de prétendants, il y a beaucoup d'ambition. Benno Bokk Yakaar également est une grosse coalition, une mouvance présidentielle avec beaucoup de partis qui n'ont pas les mêmes trajectoires historiques, qui n'ont pas les mêmes vécus, qui n'ont pas eu les mêmes expériences, bon, qui n'ont peut-être pas beaucoup partagé ensemble. L'APR est un parti qui n'est pas structuré, du même niveau que le PS, l'AFP et les autres partis qui composent Benno Bokk Yakaar. C'est normal qu'il y ait un peu de friction, d'incompréhension, pour ne pas dire de divergence de vue, ce qui est tout à fait normal, mais je pense que c'est des divergences qu'il faut aplanir par la discussion, par la concertation, par l'échange. Et l'intérêt, le seul qui doit être préservé, c'est l'intérêt général de Benno Bokk Yakaar, c'est l'intérêt aussi du Sénégal. Ils ont été ensemble avec le président Macky Sall au deuxième tour pour la préservation de l'intérêt du Sénégal, en disant que voilà le meilleur candidat qui est venu au deuxième tour, nous allons le soutenir. Le président a eu la générosité de dire, vous m'avez soutenu, on va gouverner ensemble. Et c'est ce qu'il est en train d'être fait. Et il le fait très bien. Et je pense que, naturellement, même si les candidatures au niveau des partis sont des candidatures qui sont parrainées par les partis à travers les congrès,
Et je ne doute pas que les congrès de ces différents partis vont investir le meilleur profil de Benno Bokk Yakaar, qui se trouve être le président qui est en exercice. Mais militant de l'APR que vous êtes, faites-vous confiance au Parti Socialiste qui dit qu'il est impensable qu'en 2017, le PS ne présente pas de candidat? Je dis encore une fois, si impérativement le PS devrait présenter un candidat, le candidat du PS devrait moralement être le candidat de l'APR, le président Macky Sall, le président de Benno Bokk Yakaar. Donc si le PS persiste dans cette dynamique, selon vous, vraiment, on va dire que le compagnonnage est rompu? Non, c'est-à-dire que, attention, il y a un jeu de mots. Je dis, ils vont présenter un candidat. Rien ne nous dit que le candidat du PS ne sera pas le candidat de Benno Bokk Yakaar, qui est le candidat Macky Sall. Mais le PS dit qu'il est impensable que le Parti Socialiste ne présente pas de candidat. Le PS n'a pas dit qu'il est impensable qu'on ne présente pas telle personne comme notre candidat. Le PS a dit qu'il est impensable. Effectivement, dans le mécanisme des investitures, c'est les partis qui portent l'investiture des candidats. Mais ça ne veut pas dire que le candidat qui est porté sera forcément le candidat de ce parti. Il y a eu, je vous donne l'exemple, Benno Siggil Sénégal, il y a eu des candidatures. Benno Tanor, il y a eu des candidatures. Les partis sont allés en congrès pour dire, nous, notre candidat, ce n'est pas le candidat membre de notre parti, c'est le candidat de notre parti. Maintenant, quand des responsables du PS... Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. Mais maintenant, quand des responsables du PS sont beaucoup plus clairs, en l'occurrence Barthélémy Diaz ou Alioune Ndoye, qui dit que depuis que le Parti Socialiste est au Sénégal, depuis sa création, on n'est jamais parti à une élection sans que le Parti Socialiste présente un candidat. On est dans des positions de principe. Ça, c'est des positions de principe. Vous négligez ces positions? Je ne néglige pas, mais je dis, il n'y a pas encore... je ne sais pas, mais c'est normal sur le principe. Donc, on ne discute pas de principe. Mais je dis encore une fois, Benno ak Tanor, il y a eu des candidats, des partis historiquement constitués, qui ont joué un rôle très important dans la démocratie et les libertés au Sénégal. Et pourtant, je pense qu'ils ont quand même, pour des intérêts majeurs supra-partis, ils avaient décidé de porter la candidature de M. Ousmane Tanor Dieng. Pour Benno Siggil Sénégal, la même chose, il y a eu des partis historiques qui ont joué un rôle déterminant dans la démocratie au Sénégal, composés d'hommes et de femmes de valeur et de qualité, qui ont tout pour être candidats à la présidence, qui avaient accepté, pour des raisons d'intérêt général et de contexte, de reporter leur candidature au profit de la candidature du président Moustapha Niasse. Donc maintenant, dans ce contexte, dire que moi, parti, parce que je suis simplement créé depuis BPS, etc., qu'il pleuve ou qu'il neige, j'aurai un candidat du Parti Socialiste. Je pense qu'il faut se donner encore davantage de temps, de la réflexion, de maîtrise des paramètres, et puis même de construire ensemble le message, parce que le message ne me semble pas être cohérent. C'est comme si on dit, moi, je peux avoir tel privilège, les autres, ils sont moins que rien, c'est pour cette raison qu'ils sont toujours des suivistes. Je ne pense pas qu'on devrait construire, en tout cas, l'élément de langage autour de ça. Parce que sinon, après, ça peut créer des frustrations. En tout cas, pour beaucoup de divorces. Je pense que bon, c'est des positions. Moi, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que quelque part, c'est ma lecture, il y a eu beaucoup d'incompréhension qui mènent vers la frustration et qui justifient peut-être certaines sorties. Il faut peut-être se remettre autour d'une table pour échanger, aplanir les positions, comprendre ce qui est derrière, pourquoi telle position. Et je pense qu'après, on peut... Parce que tout le monde pense que vraiment il y a une guerre pour rapidement fermer ce chapitre entre l'APR et le PS. Je pense que cela ne date pas d'aujourd'hui, depuis les dernières élections locales. Revoir pour discuter, élargir ça aux responsables de Benno Bokk Yakaar et accepter de poser le débat au niveau des partis pour que cette question soit définitivement tranchée. Étant entendu qu'il n'y a pas de péril. Qu'il y ait plusieurs candidatures venant de Benno Bokk Yakaar, de Parti Socialiste, de AFP, etc. L'essentiel, c'est qu'on puisse respecter les règles du jeu, les règles de la démocratie, et que le meilleur gagne. Nous, on pense quand même, au niveau de la PR, qu'on a le meilleur candidat. En l'occurrence, Macky Sall, le président de la République. Alors, je rappelle juste aux téléspectateurs qu'aujourd'hui, notre invité est Maître Oumar Youm. Il est aussi le porte-parole du gouvernement. Profitons-en pendant qu'il est temps, Monsieur le ministre. Comment faudrait-il comprendre, on va dire, un peu ce bouleversement noté dans l'administration territoriale? Vous voulez parler de l'acte 3?
Battu, pas du tout, avec des gouverneurs, préfets qui ont été mutés un peu de gauche à droite, ceux qui étaient à Dakar viennent aussi, ainsi de suite. Ça, c'est normal. C'est normal? Je pense que c'est dans la vie des fonctionnaires. Ce n'est pas le premier mouvement de cette ampleur au Sénégal. De manière générale, d'ailleurs, c'est des mouvements... Il n'y a rien qui se cache derrière? Non, il n'y a rien qui se cache derrière. Je pense que d'abord, ce qui motive en réalité ce mouvement, c'est qu'il y a beaucoup de gouverneurs qui étaient à la retraite. Il y a beaucoup de gouverneurs qui étaient au poste alors qu'ils ont fait plus de 3 ans, 4 ans. Et puis il y avait beaucoup de jeunes administrateurs civils de qualité qui étaient préfets, qui devaient passer gouverneurs, etc. Donc je pense que c'est dans l'ordre naturel des choses. Parce que pour beaucoup, Macky prépare la présidentielle de 2017. Oui, non, mais on ne prépare pas la présidentielle comme ça, en créant des frustrés. Parce que ceux qui ont été bougés, ceux qui ont quitté leur poste pour aller dans d'autres postes, ça se fait souvent au détriment des uns, à l'avantage des autres. Donc, ils sont toujours dans des postes stratégiques de préfet, de gouverneur, etc. Donc, non, non, ça, c'est la lecture premier niveau. Mais c'est un mouvement général qui a permis... La lecture deuxième niveau, c'est quoi alors dans La lecture deuxième niveau, c'est que c'est dans l'ordre naturel des choses. D'ailleurs, ce mouvement était attendu depuis très longtemps. Justement retardé par les élections locales de 2014, de juin 2014. Mais c'est un mouvement qui était attendu parce qu'il y avait beaucoup de gouverneurs en place qui étaient atteints par la limite d'âge. Donc le gouvernement en a profité, le ministère de l'Intérieur, pour procéder au remplacement et éventuellement aussi faire circuler ceux qui étaient au poste pendant 3-4 ans. Parce que ça, c'est contraire aux règles de l'administration. Souvent, il faut rester en place au maximum 3-4 ans. 3-4 ans. Voilà. Donc, mais il n'y a rien derrière. Aucune intention malicieuse pour préparer des élections. Encore une fois, je vous dis, en tant que croyant, et je pense que le président Macky Sall pense la même chose, c'est Dieu qui donne le pouvoir. On a eu le pouvoir avec une administration territoriale qui était là. Ce n'est pas l'administration maintenant qui... On a quand même une structure autonome qui gère, qui supervise. On a les partis, tout le monde est représenté dans les bureaux de vote. On a la presse. Donc franchement, ce n'est pas en faisant ça qu'on va gagner les élections. Sinon, Abdoulaye Wade n'aurait jamais perdu les élections quand même. Abdoulaye Wade faisait ça? Non, je dis, sinon, il n'aurait jamais perdu si c'est pour compter sur l'administration territoriale. Oui. Si le président peut compter sur l'administration territoriale pour gagner les élections, il n'aurait pas perdu. Donc c'est vous dire simplement qu'on a quand même une administration de professionnels qui sont des hommes de qualité, qui sont des hommes de devoir, qui connaissent comment on gère une administration. Et donc c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Il faut quand même les respecter. Ce n'est pas des valets qui sont là pour exécuter des ordres, préparer des élections au profit de X, Y, Z. Non, ils sont quand même des gens, des hommes d'État. Je l'ai dit également tantôt, monsieur le ministre, il y a quelques minutes aussi, vous êtes le porte-parole du gouvernement. Donc j'aimerais bien qu'on avance un peu parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Alors, on reproche au gouvernement de très mal communiquer. Pourquoi cela? On fait allusion un peu à l'affaire Charlie Hebdo, à l'affaire Karim Wade. Mais on va d'abord commencer par le commencement. Avec l'affaire Charlie Hebdo d'abord. D'abord, il faut dire quand même que le gouvernement, ça peut être une perception, que le gouvernement ne communique pas bien. Ça peut être une perception. On n'a aucun indicateur qui nous permet de dire que le gouvernement ne communique pas bien. Nous avons quand même des canaux de communication traditionnels. C'est la RTS, le Soleil, l'APS, etc., pour citer les organes officiels de l'État. Et de l'autre côté, nous avons quand même une presse privée sur laquelle le gouvernement n'a pas de maîtrise et qui fait ses publications, ses reportages, ses émissions en fonction de ses propres critères sur lesquels on ne peut pas intervenir. Donc je pense que c'est ça un peu qui explique que sur le paysage médiatique, on a deux niveaux, deux leviers de communication, et la majorité étant de l'autre côté, bien entendu, les Sénégalais étant plus intéressés par les faits politiques, les faits divers et d'autres sujets. Donc je pense qu'il faut faire une étude, ce que je suis en train de faire d'ailleurs, avec un professionnel pour voir qu'est-ce qui explique cette perception sur la communication gouvernementale, quels sont les sujets sur lesquels les citoyens sénégalais veulent entendre le gouvernement pour avoir des informations, quels sont les
les sujets intéressants, quels seront les leviers de communication du gouvernement, avec qui on va communiquer, comment rendre la communication du gouvernement crédible, etc., etc. Donc on est en train de faire une étude parce que nous sommes conscients qu'effectivement, en tout cas du point de vue perception, il y a une très mauvaise perception sur la communication gouvernementale. Alors que l'action gouvernementale est une action, à chaque fois que les Sénégalais sont informés de ce que le gouvernement a fait, vous voyez tout de suite qu'ils se disent, mais on ne savait pas qu'ils étaient capables de faire ça, on ne savait pas qu'ils étaient en train de faire ça, on ne savait pas qu'il y avait ça. Donc je pense qu'effectivement, nous sommes en train de réfléchir et j'attends un peu les conclusions de cette étude pour voir un peu qu'est-ce qu'il faudrait améliorer. Justement, pourquoi cette question, les Sénégalais ont du mal à comprendre un peu le déplacement du chef de l'État en France, même c'est vrai que aussi le chef de l'État a apporté des précisions. Ça aussi, je pense que c'est pas, il ne faut pas dire que les Sénégalais ont du mal. Ah bon? Au mieux, une partie ou en tout cas, non. C'est-à-dire que, non, c'est-à-dire le président de la République, c'est d'abord un président d'un État laïque, qui a en son sein, c'est vrai, une très forte majorité de musulmans, autour de 90%, une très forte communauté chrétienne, et aussi, même si c'est 1 ou 2 ou 3%, des animistes, des personnes qui ne croient pas en Dieu. Ou en tout cas qui ont un Dieu qui n'est pas le Dieu des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de Sayyidina Isa. Donc, c'est ça le Sénégal. Il est président d'un État laïque, un État qui a des valeurs de laïcité. Un État qui a dans son dispositif invoqué et exprimé l'inviolabilité de la personne humaine et qui a considéré que la personne humaine est une personne qui doit être protégée et que sa vie doit être préservée. C'est ça notre constitution du Sénégal. Et lui, il est président de la République du Sénégal pour protéger les valeurs constitutionnelles, protéger les valeurs démocratiques. Quand les incidences sont survenues en France, nous étions en plein Conseil des ministres. Plein Conseil des ministres. Le président nous a informés. Et dans le Conseil, dans une partie du communiqué, le président, pour le compte du peuple sénégalais, a dénoncé ces actes terroristes, criminels, injustifiés, et a présenté ses condoléances au peuple français, au président de la République française, aux familles des victimes, et a dénoncé le terrorisme et l'extrémisme violent dans toutes ses formes, et d'où qu'ils viennent. Et le Sénégal ne devait pas s'en limiter là? Et quand le peuple français, ensemble, dans un élan de solidarité exemplaire, a décidé de faire une marche contre les tueries de Charlie Hebdo, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Le président de la République du Sénégal, État ami de l'État français, a été invité et donc était dans le devoir moral de s'y rendre, parce que ce qui est défendu, c'est les mêmes valeurs de démocratie, c'est les valeurs de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. En tout cas, monsieur le ministre... Et donc, oui, il faut se dire une chose. Est-ce que l'État français est un État ami du Sénégal? Si la réponse est oui, ça veut dire que le président de la République avait tous les droits de se mettre aux côtés du peuple français, aux côtés du président de la République française, pour dénoncer ce qui est arrivé. Ce qui a été fait n'est pas fait au nom de l'islam. Ce qui a été fait, c'est un acte de barbarie. Ce qui a été fait n'a pas été fait au nom d'une quelconque civilisation humaine. Ce qui a été fait, c'est des vies humaines qui ont été ôtées dans leur lieu de travail. Ça, c'est un aspect à part. Maintenant, est-ce qu'ils avaient le droit de caricaturer le prophète? Moi, j'estime en tant que croyant, ils n'ont même pas... Ils n'ont même pas... Pour moi, non, tout le monde est contre les caricatures. Parce qu'on ne peut pas être un musulman et ne pas être contre les caricatures. C'est pour cette raison d'ailleurs que l'État du Sénégal a pris la mesure de censurer tout ce qui tourne autour des caricatures, y compris le journal Charlie Hebdo. Est-ce que là, ce n'est pas encore plus grave, monsieur le ministre? Non, ce n'est pas plus grave. Parce que, attention, il y a deux positions.
une position de principe qui défend l'extrémisme et le terrorisme, est-ce que nous, on peut être des adeptes du terrorisme ou de l'apologie du crime? La réponse, forcément, est non. Donc, ça, on dit plus jamais ça. Maintenant, quand on en arrive à l'examen des causes, parce qu'en fait, ça, c'est des causes prétendues. Et je vous dis encore une fois, au Mali, il n'y a pas eu caricature du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui se passe là-bas, au Mali? Est-ce qu'on a caricaturé le prophète? Pas du tout. Que Boko Haram a envahi l'État malien? Est-ce que c'est parce qu'on a caricaturé le prophète que le Nigeria fait l'objet de ce que nous connaissons tous, des filles qui sont enlevées, des vingtaines de personnes tuées? Et aucun chef d'État ne dit rien du tout. Tout le monde va marcher. Est-ce que c'est parce qu'on a caricaturé au Cameroun le prophète qu'il y a eu ça? Non, c'est pas ça. C'est des bandits. Il faut le dire comme ça. Maintenant, après, on peut voir les causes. Dans l'espace de liberté, est-ce que tout est possible? Est-ce que tout est permis? Moi, j'estime que dans un espace de liberté, qui veut être une liberté consolidée, préservée, il y a de la place au respect. Parce que pour beaucoup, il y a de la place au respect de la croyance des autres. Il y a de la place au respect des autres. Il y a de la place à la considération de ce qui fait l'identité des autres. Mais est-ce que tout ce que vous dites et donc ça n'aurait pas dû pousser le chef de l'État à renoncer son voyage, à partir en France, à la veille, il était à Touba, donc je dis encore une fois, c'est deux positions différentes. Encore une fois, c'est deux positions différentes. Monsieur le ministre, hein, parce qu'on va dire que c'est à cause de ça également qu'on a connu cette boucherie entre guillemets de Charlie Hebdo. Mais cette boucherie de Charlie Hebdo, on ne peut pas trouver de justificatif à cette boucherie. Vous êtes musulman. Oui. Si vous pensez qu'Amédou Koulibaly, non, je dis, si vous pensez qu'Amédou Koulibaly a fait un devoir de musulman, vous êtes en faute. Parce que vous aurez dû commencer avant Amédou Koulibaly alors. Est-ce que vous, en tant que musulman, c'est parce qu'on a caricaturé le prophète que vous allez prendre une arme et tuer celui qui a caricaturé? Non, vous ne devez pas le faire. Vous êtes musulman. Mais même le pape François l'a dit également. Non, je dis, d'accord, non, c'est pour cette raison que je dis, il faut qu'on traite les deux problèmes de manière différente. Le premier, c'est qu'il y a une théorie. Est-ce que c'est justifiable? La réponse est non. Et donc, par rapport à la théorie qui est justifiée par le terrorisme et l'extrémisme violent, la position, c'est de dire nous sommes contre cette théorie, justifiée exclusivement par l'extrémisme, par l'islamisme barbare qui ne trouve pas de sens, qui ne peut pas être supporté. Ça, c'est une position. Maintenant, les personnes qui ont été tuées, et je sais que Charlie Hebdo, c'est peut-être 1% des victimes de l'extrémisme violent. Ça, il faut le dire. C'est 1% des victimes. Encore que. Parce que je vous ai donné des exemples. Au Mali, je vous ai donné l'exemple du Cameroun, je vous ai donné l'exemple du Nigeria. C'est ce qui choque les manifestants parce qu'ils disent... Je vous ai parlé de ce qui se passe en Syrie. Est-ce que c'est parce qu'en Syrie, on a caricaturé le prophète? Parce que c'est en Syrie, on a caricaturé. Donc, c'est partout des attentats terroristes. Parce que personne, on va dire, la plupart des musulmans ne partagent pas votre point de vue. Non, ils étaient notés sur des pancartes, je suis Charlie. Dieudonné également qui se plaint, qui dit, bon, qui appelle Charlie Koulibaly. Non, c'est pour cette raison, il ne faut pas que ces êtres d'un comportement inqualifiable nous divisent sur des questions de principe sur lesquelles nous devons avoir le maximum de discernement possible pour juger. Autant je suis foncièrement contre la théorie de Charlie Hebdo, autant je suis foncièrement contre les caricatures. Mais pour moi, la réponse aux caricatures, ce n'est pas les armes. Ce n'est pas de tuer la réponse. La réponse, c'est de les mépriser. Moi, ceux qui caricaturent le prophète, je les méprise. C'est ma réponse à ce qu'ils font. Est-ce qu'à travers ce déplacement, le gouvernement ne cherchait pas trop quand même une réponse diplomatique ou bien réussir, on va dire, quelque chose de diplomatique? Non, écoutez, il y a un élan de solidarité d'un peuple qui est un peuple ami, avec qui nous avons partagé beaucoup de choses, avec qui nous partageons beaucoup de choses, avec qui nous partageons beaucoup de projets, beaucoup de programmes, une très grande histoire diplomatique, politique, économique. Je pense que quand même, dans la relation entre les États, il était de bon ton que le président du Sénégal, ensemble avec 50 chefs d'État et de gouvernement, soit aux côtés du président français. Ça, vous on ne peut pas dire. A bien fait, le gouvernement il a bien fait d'avoir été sur place
pour montrer la position du Sénégal, qui est la position autour des valeurs de démocratie, autour des valeurs de liberté, mais autour aussi de la préservation de la vie humaine. Que notre constitution du Sénégal, que Macky Sall est obligé d'appliquer, dit de manière très claire, dans son préambule. Ça, c'est la réalité. Donc, il est allé défendre ce que notre constitution a déjà défendu. Je reste toujours dans la communication du gouvernement. Vous n'êtes pas d'accord donc avec le fait qu'on dise que le gouvernement pêche un peu dans sa communication, surtout concernant l'affaire Charlie Hebdo. Maintenant, un autre problème également qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est l'affaire Karim Wade. Un procureur limogé en plein procès. Paraît-il également que son remplaçant va souvent au palais et rendre compte au chef de l'État. Récemment, Karim Wade également s'est fait malmener par des gardes pénitentiaires. Ses avocats qui boycottent un peu l'audience, c'est carrément un flou total, plus de 700 milliards, et maintenant on est à quelque chose comme 115 milliards. Et pour vous, 115 milliards, ça ne mérite pas qu'on poursuive quelqu'un? Non, je ne dis pas ça. Oui, mais non, non, c'est-à-dire c'est pas le montant qui est le plus important. Je pense que je devais paraphraser le ministre de la Justice qui disait que ça soit des œufs ou des bœufs. L'essentiel, c'est de faire ce qu'on interdit de faire. Et c'est ça qui fait que le procès ait lieu. Donc je pense que ce n'est pas le montant. Vous êtes convaincu moi, je ne suis pas à être convaincu, c'est au tribunal d'être convaincu. C'est le tribunal qui, dans son intime conviction, sur la base de la loi, de rendre des décisions de justice. C'est-à-dire que ce soit du côté de Karim Wade, du côté de l'État, du côté du parti, du côté des autres acteurs, ils n'ont que des avis. Mais la décision, la dernière, revient à la Cour, qui seul, dans l'intimité de sa conviction, va dire si oui ou non les faits qui sont reprochés à Karim Wade sont fondés ou pas. Compte maintenant, moi en tant que membre du gouvernement, compte tenu de la séparation des pouvoirs, je ne peux pas m'engager pour dire voilà, il est fautif, il n'est pas fautif. Laissons le soin à ces personnes qui sont des experts, désignés par le tribunal, de grands professionnels, de pouvoir décider et de dire ce que la loi prévoit de dire en pareille circonstance. En plein procès. Ça aussi, je pense que ça aussi, c'est un fait ordinaire. Un fonctionnaire, quand on le change, ce n'est pas en fonction de la position actuelle qu'on le change, qu'il soit en train de dormir, de prendre les trois normaux. Non, mais je pense que ça, c'est vous qui le dites dans tous les cas de figure. Je pense que ce qu'il faut voir, c'est est-ce que la décision a été prise par la personne compétente. Si la décision a été prise par la personne compétente, est-ce que la décision a violé un droit? Est-ce que la décision est opportune? C'est ça qu'on peut dire. Et ça, l'opportunité de la prise de décision appartient quand même et fait partie du pouvoir discrétionnaire de celui qui nomme et qui enlève et qui dégomme. Y a-t-il pas un lien entre vraiment ce montant faramineux dont on parlait, qui s'est dégraissé jusqu'à quelques dizaines de milliards? Non, je ne pense pas, hein, je ne pense pas. Bon, maintenant, il y a toujours dans ces histoires-là beaucoup de considérations, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que est-ce que celui qui a nommé avait les compétences? Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'en le faisant, il a violé un droit quelconque? Si il n'a pas violé de droit et il avait la compétence, il l'a fait. Je pense qu'en toute légalité, comme en toute légitimité, la décision a été prise. Maintenant, tout ce qui est question d'opportunité, quand est-ce que, comment on le fait, etc., ça c'est un ressort qui dépend du pouvoir discrétionnaire de celui qui nomme. Donc je pense que sur ça, il n'y a pas de problème. Alors, juste pour terminer, on va dire, ce deuxième numéro du plaidoyer, Monsieur le Ministre, je l'ai dit en introduction également, cette revue de l'instrument de soutien à la politique économique également du FMI, du Fonds monétaire international, qui a publié sa 8e revue. Je m'en vais juste vous lire peut-être une petite phrase que vous nous aiderez peut-être à mieux comprendre, qui dit en fait le PSE est une réponse à des résultats insatisfaisants, chroniques, qui se traduisent par une impatience croissante de la population devant la lenteur des réformes, la faiblesse de la croissance, l'omniprésence de la pauvreté et le niveau élevé du chômage. Je pense que ça, c'est un hommage qui vient d'être rendu à ce document qui est le seul référentiel de notre politique économique sociale, qui est le PSE, le plan Sénégal émergent. Donc si le FMI, dans sa 8e revue, considère qu'effectivement le PSE est la vraie réforme
et la vraie réponse à ces différents défis que vous venez de soulever, ça veut dire que le PSE donc devait être pensé. À la seule différence, le FMI va même plus loin et demande à Macky Sall d'appliquer ces réformes, sinon ce sera un peu tard. Oui, c'est ce que nous sommes en train de faire. D'ailleurs, cette année, je pense que le budget du Sénégal, c'est un budget de développement, parce que sur 2800 et quelques milliards, 965 milliards sont prévus pour le financement des projets et programmes liés au PSE. Et donc, parce que simplement le PSE a pour ambition de transformer structurellement l'économie, de nous donner beaucoup plus de productivité dans nos différentes activités, notamment les activités agricoles, agro-industrielles, minières, touristiques, etc. Donc, et c'est bien qu'on ait un encouragement de cette nature. Mais jusqu'à présent, on ne sent rien aussi, monsieur le ministre. Ou bien c'est encore trop tôt pour mais sentir en réalité, ceux qui ont fait des projets savent très bien que vous-même, à Africa 7, votre première année n'a pas été la merveille des années. La deuxième va avoir à ajouter un plus, la troisième un plus, la quatrième. Non, c'est tous les projets. Je vous dis de manière générale, tous les projets sont comme ça. Oui. L'année de mise en œuvre d'un projet n'est pas comparable à l'année N+5. Il y a une année de démarrage, où on met beaucoup de temps à faire, on se justifie, on se cherche. Et puis la deuxième année, on comprend, on mesure les dysfonctionnements, on a évalué les pesanteurs et les contraintes, on apporte des améliorations. Donc la troisième année, on est maintenant dans la capitalisation, et puis les rendements, la productivité ne sont pas les mêmes. Donc c'est toujours comme ça, le PSE est un programme. Donc la première année de mise en œuvre est une année où on a noté un peu de retard, mais par contre on voit les grands projets, on voit l'autoroute Ila Touba qui a été lancée, on voit dans 2 ou 3 jours le lancement de l'université UNIDAC 2 de Dakar, hein, pour la deuxième université pour 65 milliards de francs CFA. Février, on va faire la pose de la première pierre de la deuxième université, pour ne pas dire du régime Macky Sall, l'université Sine Saloum, donc etc., etc. Donc je pense qu'on est en train de faire des choses. Le train express régional AIBD Dakar, le contrat a été signé, donc maintenant il reste la mise en œuvre. Donc je pense que nous sommes dans la phase maintenant d'intensification des réalisations des projets et programmes du PSE. Et Tchadjaï suit le rythme. Quand je dis Tchadjaï, c'est votre localité. Je rappelle juste que vous êtes le maire de la commune de Tchadjaï. Tchadjaï suit le rythme avec les moyens de Tchadjaï. Mais bon, on ne désespère pas qu'effectivement, parce que moi je reste convaincu que l'émergence du Sénégal, c'est l'émergence de ces territoires, et Tchadjaï fait partie des territoires du Sénégal. D'autant plus que Tchadjaï est dans un département qui a un potentiel économique touristique extraordinaire. C'est le département d'Ombour, qui va recevoir l'AIBD, donc l'aéroport international, donc qui va générer beaucoup d'activités économiques, qui va certainement mailler tout le département. Nous aurons le train express régional, nous aurons l'autoroute, AIBD Somon-Bourg. Merci beaucoup. Porte-parole du gouvernement. Je rappelle juste que c'est le ministre de la gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire. Monsieur le ministre, il paraît que vous serez très prochainement nommé numéro 2 de la PR. Il paraît. Ça, vous me l'apprenez. Vous me l'apprenez. Vous confirmez ou vous me l'apprenez. Moi, je suis encore dans l'apprentissage. Oui. Je prends le temps qu'il faut pour comprendre, pour étudier, pour travailler ce qu'on m'a confié, pour réussir la mission. Je n'ai pas vraiment le temps de faire des ambitions de ce niveau, franchement. En tout cas, on a appris que vous faites partie des oreilles attentives du président de la République. Ah, ça, j'en serais tout à fait heureux. C'est quand même une position très difficile. Parce que conseiller le président, il faut avoir le niveau, il faut avoir le savoir, il faut avoir aussi la persuasion. Parce que le président, c'est quelqu'un qui connaît l'appareil d'État, qui connaît la politique, qui est un homme très avisé, très compétent. Lors de l'installation des maires, on va dire des ADS aussi, associations, tout ça. On échange dans ce qui est relatif à mon milieu, on échange beaucoup. C'est quelqu'un qui aime écouter ses collaborateurs, qui aime les accompagner dans les solutions à mettre en œuvre. Vous confirmez alors la rumeur? Je confirme, aucune rumeur, je dis, vous me l'apprenez. Merci infiniment, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Djavi. De vous recevoir dans ce deuxième numéro de votre émission Le Plaidoyer. Merci infiniment à vous, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Ce fut vraiment un énorme plaisir, je le répète aussi, parce que Oumar Youm est le ministre de la gouvernance locale, développement aussi et de l'aménagement du territoire.
un ministre qui nous a beaucoup accompagnés aussi par le passé, porte-parole du gouvernement, maire de Tchadjaï, membre de l'APR, l'Alliance pour la République. Merci à vous les téléspectateurs d'avoir suivi ce deuxième numéro de votre émission Le Plaidoyer. On se retrouve dans une semaine.